Je m'appelle François Gemène, je suis chercheur en sciences politiques et je travaille sur les questions qui touchent à la fois à la gouvernance des flux migratoires et aux questions de géopolitique de l'environnement. Et ce sont deux questions qui se rejoignent plus qu'on ne pourrait l'imaginer de prime abord. Alors ce tableau que l'on voit de Fighting Téméraire, qui est un tableau de Joseph Turner, qu'il a peint en 1838, d'abord je trouve que c'est un très beau tableau, c'est un des plus beaux que je connaisse, et qui me paraît représenter, symboliser un peu l'époque dans laquelle on est. C'est un bateau qui montre un vieux bateau qui part à la casse en réalité, qui se retire des mers, alors que c'est un bateau qui a participé à la bataille de Trafalgar notamment. Et je pense que ce tableau est symbolique ou presque symptomatique de l'époque dans laquelle nous sommes et qu'on caractérise désormais par le terme d'anthropocène, c'est-à-dire l'âge des humains. Les géologues pensent que nous sommes entrés dans une nouvelle ère géologique qui succède à l'Holocène et qui est donc l'anthropocène, l'âge des humains. C'est-à-dire le moment où les humains sont devenus les principaux responsables des transformations de la planète, dépassant ainsi les forces géologiques ou telluriques. C'est-à-dire ce moment assez incroyable où on assiste à la collision de l'histoire de la Terre avec l'histoire des hommes et des femmes. L'histoire de la Terre fait plusieurs milliards d'années, l'histoire des hommes et des femmes fait à peine quelques milliers d'années. Et on connaît bien cette histoire qui dit que si on pouvait ramener l'histoire de la Terre à une journée de 24 heures, l'Homo sapiens arriverait à la 23e heure, 59e minute et 37e seconde, ou quelque chose comme cela. Bien, nous sommes à ce moment précis où l'homme et les femmes qui habitent la Terre vont influencer directement l'histoire de la Terre et où notre histoire à nous va également être influencée par l'histoire de la Terre. C'est-à-dire qu'on ne peut plus penser la Terre et le monde distinctement l'un de l'autre. Alors qu'auparavant, on avait toujours imaginé que la Terre, c'était en quelque sorte l'environnement, le décor des interactions humaines, que la Terre était régie par les lois de la physique, de la chimie et de la biologie, tandis que le monde, lui, était l'organisation politique et sociale de la Terre qui répondait aux lois de la politique et de l'économie. Et on se rend compte aujourd'hui que les deux ne font qu'un. Et je crois que c'est cette nouvelle époque dans laquelle nous entrons, et quelque part, de Fighting Téméraire, il représente la fin d'une époque, la fin d'un monde, et aussi quelque part la fin d'une terre, et l'horizon vers lequel nous allons, malheureusement, aujourd'hui à des contours très très imprécis. Et donc on est dans cette période charnière, me semble-t-il, où le monde se cherche un peu et où les horizons sont incertains. Et donc, dans cet esprit de cette collision de l'histoire de la Terre avec l'histoire du monde, il y a à la fois la Terre qui est transformée par les hommes et par les femmes, mais le problème de ce concept d'anthropocène, au fond, c'est qu'il pourrait laisser penser que tous les hommes et toutes les femmes sont également responsables des transformations de la Terre. Alors qu'en réalité, on ferait beaucoup mieux de parler d'oliganthropocène, c'est-à-dire non pas l'âge des humains, mais plutôt l'âge de quelques humains, et je dirais même l'âge de quelques hommes qui sont à eux seuls les principaux responsables des transformations de la Terre, tandis que le reste de l'humanité eh bien, est plutôt victime de ces transformations. Et bien sûr, parmi les premières victimes de ces transformations que certains infligent à la Terre, on a ceux qui sont aujourd'hui forcés de quitter leur lieu de vie à cause de dégradation de l'environnement, ceux qu'on va appeler les réfugiés environnementaux ou les migrants environnementaux, qui sont en fait autant de victimes de l'Anthropocène. Et c'est ce phénomène que nous avons essayé de cartographier avec Dina Ionesco et Daria Moknacheva dans cet atlas des migrations environnementales, qui se veut donc être un ouvrage de référence qui tente de dresser la somme des connaissances sur ces mouvements de population liés aux dégradations de l'environnement qui sont aujourd'hui devenus un des principaux facteurs de migration et de déplacement dans le monde. On dit souvent que le réchauffement du climat va entraîner une montée des océans qui pourrait noyer certaines îles. En fait, c'est déjà le cas. Exemple, à Kiribati, dans le Pacifique. Nathalie Sapena. Ce n'est même pas une tempête, juste un peu de mauvais temps. Mais pour l'atoll de Kiribati, rongé par la montée des eaux due au réchauffement climatique, cela suffit à faire beaucoup de dégâts. Des maisons détruites, des cultures ravagées et 90 000 habitants qui vivent avec l'angoisse du lendemain.
J'ai peur de l'avenir. Je ne sais pas ce qui va arriver à Kiribati. Au fil des ans, le Pacifique grimpe inexorablement de 3 mm par an, selon des mesures faites par satellite. En 100 ans, cela fait 1 mètre. Pour cet atoll où le point culminant n'excède pas 4 mètres, c'est l'engloutissement assuré. La communauté internationale a été choquée par les effets du tsunami dans l'océan Indien, mais il nous arrive exactement la même chose. Mais c'est graduel, nous affrontons une lente agonie et je crois vraiment qu'on doit nous aider, nous offrir une chance. Ces dérisoires sacs de sable n'y pourront rien. Comme les Maldives ou d'autres îles du Pacifique, Kiribati sera l'une des premières victimes du réchauffement climatique et ses habitants voués à l'exode. Les îlots les plus bas ont déjà disparu. Un rêve vieux de 5 millénaires, traverser le pôle plus facilement. Les cargos vont enfin pouvoir naviguer par le passage du Nord-Ouest. Cette image satellite révèle que la calotte glaciaire arctique a fondu au point d'ouvrir la route au trafic maritime. Les images satellites prouvent clairement que la glace fond plus rapidement que d'autres années. D'ici 20 ans, ce nouveau passage au nord de la Russie sera sûrement navigable la majeure partie de l'année. Une aubaine pour les Américains, les Russes et même pour les Européens. Le canal de Panama, ici en bleu, sera désengorgé. Les bateaux passeront par le pôle Nord, tracé en jaune, pour se rendre en Chine. Un gain de 7000 km et 10 jours de navigation. Ce passage va sûrement nous ouvrir de nouvelles possibilités pour les transports commerciaux. Une bonne nouvelle pour le transport, un désastre pour la planète. Les photos satellites prises depuis 1979 prouvent que la glace a fondu. 100 000 km² par an depuis 10 ans et 10 fois plus rien que cette année. La moitié de la banquise permanente a disparu. Pourtant, la vie en dépend. Sous la banquise, vous avez le développement de micro-organismes qui vont être à la base du développement du plancton, des poissons, après des phoques et des ours et de la vie des Inuits et des autochtones. Donc ça veut dire que sans ce support très très important qu'est la banquise, vous perdez l'origine même de la biodiversité. Seule solution, s'il est encore temps pour les régions polaires, limiter le réchauffement climatique en réduisant nos gaz à effet de serre, pour que les ours, déjà affamés, ne disparaissent pas à tout jamais. Souvent, on a tendance à imaginer que le changement climatique est un phénomène assez lointain ou distant, ou une menace que l'on pourrait encore éviter en réduisant drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Je pense qu'il est très important de réaliser que c'est un phénomène qui est déjà en cours aujourd'hui, que déjà aujourd'hui, des millions de personnes sont touchées par les effets du changement climatique. On voit que ce soit à Kiribati ou au pôle, deux régions qui a priori n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais qui sont pourtant aux avant-postes des changements induits par le réchauffement global. Et c'est un phénomène qui est aujourd'hui à l'œuvre dans de très nombreuses régions du monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont déplacés par les effets du changement climatique en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et du Sud-Est, et bien entendu dans les petites îles. On a vu dans le sujet le président de Kiribati, Anote Tong. Ce président a mis en place à Kiribati un programme qui s'appelle la migration dans la dignité, qui vise à donner aux habitants les compétences nécessaires pour qu'ils puissent trouver un emploi à l'étranger. En d'autres termes, voilà un pays qui organise le départ de sa propre population, voilà un pays qui organise sa propre disparition. Je pense que ça, quelque part, ça nous en dit beaucoup sur l'époque dans laquelle nous vivons. Voilà que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des pays, des États souverains vont sans doute disparaître sous l'effet de la hausse du niveau des mers. C'est un phénomène complètement inédit dans le droit international. Le droit international connaît de la disparition politique de certains États, qu'on songe à la Yougoslavie ou à la Tchécoslovaquie, mais par contre le droit international ne connaît pas de la disparition physique d'États. Et donc il y a là quelque chose de tout à fait nouveau et qui quelque part est un symbole terrible de l'anthropocène, de cet âge des humains dans lequel nous sommes entrés. Ouagadougou, 4h30 de Paris, 4h30 qui permettent de passer de l'abondance à la misère. Une misère qui pour cette fois n'est pas le fait des hommes mais celui de la nature, une misère que les hommes, du moins ceux des pays surdéveloppés, pouvaient sinon prévoir, du moins prévenir. Ouagadougou, capitale de la Haute-Volta, où les chefs d'État des pays du Sahel se sont réunis pour former un front commun, l'ennemi, la sécheresse. Un mot qui n'a guère d'écho lorsque le robinet est à portée de la main.
un mot qui, pour des pays qui n'ont pas tous 15 ans d'indépendance, signifie la vie ou la mort. Il y a 5 ans que dans le Sahel, cette portion d'Afrique située entre le Sahara et le Tropique Nord, il n'a pas plu, ou presque pas. La sécheresse en France, c'est grave, le cas échéant. Là-bas, c'est dramatique. Car lorsqu'il pleut normalement, c'est déjà à peine suffisant pour permettre la survie. On attendait, on espérait cette année une saison des pluies normales. Les paysans du Niger ou du Mali ou de la Haute-Volta ont ensemencé leurs champs dès les premiers orages. C'était au mois de juin, nous y étions, et dans chaque village, dans chaque case, on espérait. On espérait pouvoir manger. La pluie n'est pas venue, les troupeaux sont morts. Les nomades vont peut-être mourir, et les semences elles-mêmes ont été mangées. Depuis des années maintenant, les hommes ont déserté les villages. Ils sont partis vers le sud, avec leurs bêtes, à la recherche de pâturage, à la recherche de l'eau. Les bêtes sont presque toutes mortes. Derrière eux, ils ont laissé leurs familles, dont certaines n'ont plus que l'ombre d'un arbre pour s'abriter. Ici, le problème n'est pas de savoir comment vivre, il consiste à tenter de survivre. Sans dramatisation, les chefs d'État du Sahel viennent de se rencontrer à Ouagadougou. Ce sujet date d'il y a presque 45 ans. Le Burkina Faso s'appelait encore la Haute-Volta à l'époque, et c'est le moment où l'on commence à se préoccuper au niveau international de la question de l'environnement. En 1972, le premier sommet de l'ONU sur l'environnement a été organisé à Stockholm, et dans à peu près tous les États, c'est l'époque où l'on va commencer à créer des ministères de l'environnement. En France, le premier ministère de l'environnement date de 1971, c'est-à-dire de cette époque. C'est l'époque de la dislocation des Beatles, et donc c'est l'époque de la fin des Golden Sixties, une époque marquée par une certaine forme d'insouciance et par une sorte de confiance dans une croissance qu'on imaginait inextinguible à l'époque, croissance démographique et croissance économique. Et ces sécheresses au Sahel, mais également d'autres dégradations de l'environnement, les premiers pas de l'homme sur la Lune qui nous font apparaître la fragilité de la planète Terre, induisent cette prise de conscience planétaire de l'environnement. Ce sujet a presque 45 ans, et pourtant on pourrait le montrer encore aujourd'hui. On est frappé de voir comme, si ce n'était le nom de la Haute-Volta pour le Burkina Faso, comme il n'a pas pris une ride. Et donc aujourd'hui, nous avons été incapables d'endiguer ce phénomène. Et aujourd'hui, il y a un exode rural massif des populations africaines vers les mégapoles d'Afrique, simplement parce que en Afrique, environ la moitié de la population dépend directement de l'agriculture pour sa subsistance. Ce qui veut dire que toute variation de la température ou de la pluviométrie a des conséquences dévastatrices sur les récoltes, et aujourd'hui de plus en plus de paysans en Afrique, ou de bergers, des bergers nomades par exemple, ne parviennent plus à vivre de leur activité et vont donc aller chercher de l'emploi dans les villes africaines et vont parfois poursuivre leur migration vers l'Europe. Et donc, on a tendance aujourd'hui à s'échiner, à vouloir distinguer les migrations en fonction du motif de leur migration. Et on ne réalise pas que beaucoup de ceux qu'on appelle des migrants économiques qui arrivent en Europe aujourd'hui sont aussi des migrants environnementaux, simplement parce que pour beaucoup en Afrique, l'économie et l'environnement, ça veut dire la même chose. Et aujourd'hui, nous avons encore tendance à vouloir mettre l'environnement dans une case, comme s'il s'agissait d'un problème technique qui pourrait se régler par des mesures technologiques ou techniques. On ne réalise pas, je crois, l'importance politique et économique de ce sujet. Et c'est pourquoi je crois qu'il y a urgence aujourd'hui à faire de l'environnement une forme de matrice de nos choix collectifs, réaliser que ces sécheresses étaient aussi des phénomènes politiques en 1973, elles le sont encore aujourd'hui. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily.
Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily, elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue secrétant lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour dessous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle n'aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Et dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Le concert a lieu l'année qui suit immédiatement la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire ce moment où tout le monde se jure la main sur le cœur que plus jamais on ne dressera de murs ou de barrières pour séparer les peuples. Depuis la chute du mur de Berlin, on a construit dans le monde une quarantaine de murs et de barrières avec tous la même vaine ambition, celle d'empêcher les gens de migrer, celle de ne pas accueillir les réfugiés. Nous avons été incapables de stopper le massacre en Syrie et à Alep. Nous avons été aussi incapables d'accueillir les réfugiés de cette guerre qui fouillait des situations désespérées. Nous avons vu les murs se dresser, nous avons vu des manifestations de racisme comme on n'en avait jamais connu dans l'histoire récente. Et l'année 2016 a été l'année la plus meurtrière du monde, l'année la plus meurtrière de l'histoire, pardon, pour les migrants et les réfugiés. En 2016, c'est près de 5000 personnes qui ont péri en Méditerranée, qui est devenu un immense charnier, c'est-à-dire un rythme de environ 12 personnes par jour. Je pense qu'il faut s'interroger sur le fait que l'Europe est aujourd'hui devenue la destination du monde la plus dangereuse pour les migrants et pour les réfugiés parce qu'elle a fermé hermétiquement ses frontières extérieures et que c'est la fermeture des frontières qui, chaque jour, tue des hommes et tue des femmes en Méditerranée. Et ce sont des gens qui sont poussés à l'exil par les motifs très divers et ces motifs s'imbriquent les uns dans les autres. De plus en plus, les motifs environnementaux, les dégradations de l'environnement, notamment l'appauvrissement des sols ou les sécheresses, vont influer sur les facteurs économiques et politiques de leur migration. Et donc, alors qu'on est dans une logique où on va vouloir séparer les facteurs de migration les uns des autres, en réalité, dans la réalité des migrations, c'est qu'ils vont s'imbriquer les uns dans les autres et s'influencer mutuellement. Et donc, on va avoir des milliers de gens qui vont chercher une vie meilleure et qui vont chercher parfois simplement à sauver leur vie. Et pour beaucoup, malheureusement, ce projet va se fracasser sur la Méditerranée, va se fracasser sur les frontières de la Méditerranée. Et donc, aujourd'hui, nous avons chaque jour une dizaine de personnes qui trouvent la mort en cherchant l'Europe.
À 67 et 68 ans, Willy et Bernadette Fensner ont ouvert eux aussi un nouveau chapitre de leur vie dans le sud du Portugal. 1800 € de retraite à eux deux, pas de quoi espérer une vie de carte postale. Pourtant, nous les rencontrons les pieds dans l'eau, bien loin du nord de la France dont ils sont originaires. Il était temps de changer. On commençait vraiment à s'encrouter. Ça nous permet de repartir sur de nouvelles bases et puis de retrouver un second souffle. Une nouvelle jeunesse. Une nouvelle jeunesse. J'ai l'impression d'avoir toujours 20 ans. Depuis 44 ans, Willy et Bernadette ont affronté toutes les tempêtes ensemble. Le haut, comme le creux de la vague. Ils étaient commerçants. Bernadette tenait un bar. Willy travaillait dans les assurances. Une vie où l'on comptait chaque sou, mais pas les heures de travail. C'est pas beau ça? Je me levais à 4 h le matin. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pour qu'à 4 h 30, ce soit ouvert. Je nettoyais, je lavais. À 5 h moins le quart, moins 10, j'allais chercher le pain. Les baguettes, parce que j'avais des routiers qui venaient prendre le petit-déj. En réalité, l'environnement a toujours été un facteur de migration. Et l'environnement attire aussi les gens à certains endroits. Et donc, un exemple typique, c'est évidemment ces retraités qui prennent leur retraite au soleil. Et on aurait pu aussi montrer un même sujet aux États-Unis avec les retraités qui prennent leur retraite en Floride. Il est certain que s'il n'y avait pas eu autant de retraités en Floride, si la démographie de l'État avait été différente, il est possible que cela aurait été Al Gore plutôt que George Bush qui aurait été élu en 2000 et le cours de l'histoire et le cours du monde aurait sans doute été très, très différent. Mais donc, on voit que derrière ce concept, derrière ce vocable de migration environnementale, on va retrouver en réalité des flux migratoires qui sont très, très différents les uns les autres. Et il peut y avoir finalement quelque chose d'assez choquant à ranger dans la même catégorie des gens qui doivent fuir un cyclone au Bangladesh et ces sympathiques retraités du Calaisis qu'on retrouve au Portugal. Et pourtant, c'est bien l'environnement sous des formes diverses qui est le déterminant de leur migration, soit qu'il les pousse à partir, soit qu'il les attire vers un autre endroit. Et on oublie beaucoup le rôle fondamental que l'environnement a toujours joué dans la détermination des flux migratoires. Je mentionnais le cas des retraités en Floride. L'environnement a joué un rôle essentiel dans la formation des États-Unis tels qu'on les connaît aujourd'hui. Dans les années 30 déjà, l'exode du Dust Bowl, qui est raconté dans Les raisins de la colère de Steinbeck, raconte l'exode de dizaines de milliers de paysans de l'Oklahoma, du Texas et de l'Arkansas, qui, au milieu d'une terrible sécheresse, Dust Bowl, le bol de poussière, sont souvent forcés de revendre ou d'abandonner leurs terres et de migrer vers la Californie. Cet exode massif du centre des États-Unis vers la Californie était, jusqu'à l'ouragan Katrina, le mouvement de population le plus important à l'intérieur des États-Unis. Et c'est en raison de cet exode que la Californie est aujourd'hui l'État le plus peuplé et le plus riche des États-Unis. Et pourtant, c'est comme si on avait complètement oublié le rôle que l'environnement avait pu jouer dans la détermination des flux migratoires, comme si on avait considéré qu'il n'y avait que des facteurs économiques ou politiques qui déterminaient les migrations, et que selon que vous migriez pour des raisons économiques ou politiques, vous soyez au fond considéré comme légitime ou non. Un autre exemple plus récent dans l'histoire des États-Unis, c'est évidemment l'ouragan Katrina qui a frappé le sud du pays il y a plus de 12 ans. Et on a vu, et on se souvient tous de ces images terribles, des personnes bloquées à l'intérieur de la ville de la Nouvelle-Orléans qui ont dû attendre plus de 3 jours et 3 nuits que les secours arrivent enfin. Et l'ouragan Katrina a détrôné l'exode massif du Dust Bowl comme le déplacement de population le plus important qu'aient connu les États-Unis, puisqu'environ 1 200 000 personnes ont été déplacées à cette occasion. Pour ce qui concerne la Nouvelle-Orléans, beaucoup ne sont jamais revenus. La Nouvelle-Orléans a perdu aujourd'hui un tiers de ses habitants qui vraisemblablement ne reviendront jamais en ville. Et puis, elle a mis en lumière quelque chose de très important également.
c'est que 60 000 personnes, c'est-à-dire environ 15% de la population de la Nouvelle-Orléans, avaient été bloquées dans la ville, avaient subi de plein fouet l'inondation. Ce sont des gens qui n'avaient pas évacué à temps, parce qu'ils n'avaient pas de voiture, parce qu'ils ne savaient pas où aller, parce qu'ils estimaient trop vieux, trop âgés, ou simplement parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour supporter le coût d'une évacuation. Ces 60 000 personnes, on s'en souvient, elles étaient toutes pauvres et noires, ce qui, à la Nouvelle-Orléans, veut souvent, malheureusement, dire la même chose, et elles appartenaient aux couches les plus vulnérables, les plus défavorisées de la population. Et partout que l'on aille, que l'on soit face à des dégradations plus lentes de l'environnement ou face à des catastrophes naturelles, que l'on soit dans un pays industrialisé ou dans un pays en développement, partout l'on constate la même chose, les populations les plus vulnérables sont généralement incapables de migrer, incapables de se mettre à l'abri. Et donc on a souvent tendance à imaginer que l'immigration c'est la misère du monde, pour reprendre l'expression de Michel Rocard. Rien n'est plus faux. Au risque de parler un peu crûment, la misère du monde, elle reste chez elle, elle n'a pas les moyens de migrer, et même face à une catastrophe de l'ampleur de Katrina, elle n'a pas les moyens d'évacuer. Et donc une priorité politique aussi, notamment face à des catastrophes naturelles, c'est de permettre aux populations les plus vulnérables de se mettre à l'abri. Dans la salle, il y avait des policiers partout. Je ne pouvais rien dire, il y en avait plein. Ils me faisaient toujours peur. À l'hôpital, la dame m'a demandé de me déshabiller. Je me suis déshabillée et elle a mis des coups. Parce que j'avais des coups partout sur le corps. C'était des jeunes garçons. Ils étaient plusieurs. 3 ou 4. Ils me donnaient des coups. Non, je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas. Je demande l'asile. Vous êtes des singes, des macaques. Vous êtes sales. Vous puez. Salope, lève-toi, putain de moi. I'm just crossing the line. Just crossing the line. Trying to get back. Back where I was. Back where I was. See me crossing the line. Don't walk away. Don't walk away. Don't walk away. Pourquoi reste-t-on aussi incapable d'accueillir des migrants ou des réfugiés ? Et jamais sans doute les frontières n'ont fait l'objet d'autant d'attention et d'autant d'obsession, comme si la première priorité aujourd'hui c'était de retrouver le contrôle des frontières et de pouvoir quelque part s'assurer que les migrants et les réfugiés ne viennent pas chez nous. Et je crois que cette obsession des frontières qui indique l'arrivée d'un monde de plus en plus morcelé, quelque part, questionne véritablement notre capacité à faire humanité, c'est-à-dire à nous penser comme les habitants d'une planète. Et c'est là, je crois, où la question des migrations rejoint profondément les questions environnementales, et il y a un paradoxe évident à ce que nous soyons sans cesse davantage profondément dépendants les uns des autres. Et le changement climatique montre bien à quel point le destin des uns dépend des émissions de gaz à effet de serre de quelques autres. Et est-ce que, en même temps, nous soyons dans cette logique de nous claquemurer à l'intérieur de nos frontières, comme si ériger murs et fermer les frontières pouvait nous rendre indépendants les uns des autres. Et je crois qu'il y a un grand paradoxe à ce qu'il y ait à la fois l'émergence d'une terre et la nécessité de gérer de façon globale les questions environnementales,
mais aussi la résurgence d'une multitude de pays claquemurés les uns sur les autres. Et je crois qu'en réalité, dans l'accueil des réfugiés et des migrants, le problème, c'est que nous le percevons toujours comme étant différents de nous-mêmes. Et nous attribuons aux migrants et aux réfugiés des qualités particulières, comme s'il s'agissait d'un groupe à part. Et je suis très frappé de la manière dont on dit toujours les migrants ou les réfugiés, en oubliant qu'il y a avant tout toute une série d'histoires individuelles et de parcours migratoires très très différents les uns les autres. Et quelque part, cette façon de dire les migrants ou les réfugiés ou les étrangers, c'est une manière de les tenir à distance et de marquer aussi dans les mots qu'ils ne font pas partie de nous-mêmes. Et je crois que le grand défi auquel nos sociétés sont confrontées aujourd'hui, c'est le défi de faire humanité, c'est-à-dire le défi de reconnaître l'étranger non pas comme un autre, mais comme une partie de nous-mêmes. Qui l'a oublié? Il s'appelait Aylan. Il y a 5 mois, la photo de ce petit garçon de 3 ans retrouvé mort sur une plage avait secoué l'Europe. L'Allemagne avait pris un virage et ouvert ses portes. La mère et le frère de l'enfant avaient également péri dans la traversée. Son père avait survécu. Qu'est-il devenu? Où est-il aujourd'hui? Arnaud Comte, Stéphane Guillemot et Berry Van Vigoureux l'ont retrouvé. Voici leur reportage. Voici mes 2 enfants, Alan et Galeb. De sa vie de famille, il ne lui reste aujourd'hui que les souvenirs et cette photo de ces 2 garçons qu'il a fait agrandir. Elle me touche vraiment beaucoup. Depuis 5 mois, Abdullah Kurdi cherche la force de continuer à vivre. Sa femme avait 27 ans, Galeb 4 ans et demi avec son t-shirt bleu et Alan 2 ans. Comment c'est possible? Je n'arrive pas à imaginer qu'ils ne sont plus là. La photo de son fils Alan, mort noyé, a bousculé l'opinion. Elle est même devenue un symbole. Sur cette photo, on a l'impression qu'il dort. Parce qu'Alan dormait dans cette position dans la maison. Est-ce que vous auriez imaginé que la mort de votre fils puisse à ce point bouleverser l'Europe? Cette image de mon enfant, dans toute son innocence, mort, allongé comme ça sur la plage, elle ne peut que bouleverser ceux qui la regardent. Même les cœurs les plus durs, même ceux des criminels. Je me console aujourd'hui en me disant que Alan est venu au monde pour porter un message à l'humanité, que c'était son destin, puisque sa mort a déclenché une prise de conscience dans le monde entier. Depuis ce drame, Abdullah Kurdi n'est jamais retourné dans son village en Syrie. Pourquoi est-ce que cette photo du petit Aylan Kurdi nous a autant touchés? Je crois que c'est avant tout parce qu'il ressemblait à un petit garçon européen. Parce qu'il était habillé comme un petit garçon qui aurait pu être le fils ou le petit-fils de beaucoup, parce qu'il avait un t-shirt rouge et un pantalon bleu. C'est terrible à dire, mais je ne pense pas que la photo aurait provoqué la même émotion si le petit Aylan Kurdi avait porté une djellaba, par exemple. Ce qui nous a émus, c'est que nous nous projetions nous-mêmes dans cet enfant mort que la mère avait ramené sur la plage. Et malheureusement, il y a eu une sorte de prise de conscience à ce moment-là, mais cette prise de conscience a été bien éphémère. La photo date de 2015 et l'année 2016 pourtant était bien plus meurtrière encore que l'année 2015 pour les migrants et pour les réfugiés. Donc rien n'a changé. Il y a tous les jours des petits Aylan Kurdi qui meurent en Méditerranée ou qui meurent sur les routes de l'exil parce que nous avons fermé nos frontières, parce que nous avons voulu délimiter strictement quel territoire appartenait à qui. Et nous restons coincés aujourd'hui dans cette idée de la souveraineté nationale telle qu'elle avait été définie après la paix de Westphalie au XVIIe siècle, c'est-à-dire l'idée qu'à chaque territoire corresponde une population et corresponde
un souverain. Et tant que nous resterons prisonniers de cette idée qu'un territoire appartient à une population particulière, nous refuserons quelque part de reconnaître le caractère structurel des migrations, puisque il y a là quelque chose qui fait voler en éclats cette conception traditionnelle de la souveraineté. Il y a un même territoire qui accueille plusieurs populations et une population qui est dispersée sur plusieurs territoires. Tant que nous resterons dans cette logique de réserver un territoire à une population, nous allons continuer à fermer nos frontières et ça veut dire que d'autres petits Aylan Kurdi continueront à périr en mer. Et alors, bien entendu, nous aurons des vagues d'émotions particulières lorsque l'un d'entre eux ressemblera à nos fils ou à nos petits-fils. Mais fondamentalement, nous ne changerons rien et les choses continuent aujourd'hui comme elles étaient avant. Amaury Guibert, vous êtes en direct à Berlin. L'Allemagne va l'arriver. Nous sommes un pays fort. A-t-elle lancé? On entend les feux d'artifice derrière vous. Oui, David, effectivement, les Allemands ont déjà commencé à fêter le réveillon. Et c'est un plaidoyer pour sa propre politique que Angela Merkel a délivré aux Allemands. Nous devons aider, nous devons accueillir tous ceux qui cherchent refuge chez nous. Ça coûtera de l'argent, ça coûtera de l'énergie, mais nous y arriverons. Pour Angela Merkel, pas de doute, cette crise migratoire, c'est même une chance pour l'Allemagne de demain. Et c'est bien simple, dans une Europe qui se replie, qui ferme peu à peu ses frontières, aucun autre chef d'État ou de gouvernement ne tient aujourd'hui un discours aussi ferme. Mais la chancelière allemande en est convaincue, l'Allemagne a une responsabilité particulière face à cette crise migratoire. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles elle avait été désignée personnalité de l'année 2015 par le magazine Time, mais c'est sans doute l'année 2016 qui sera décisive pour elle, car on verra alors si elle peut tenir deux promesses capitales, la baisse significative du flux des réfugiés et la promesse que l'Allemagne reste unie face au défi de l'intégration de plus d'1 100 000 réfugiés. Je pense que l'histoire retiendra que la chancelière Merkel a été une des très rares dirigeantes en Europe et dans le monde à avoir la réponse qui s'imposait face à la crise humanitaire en Méditerranée. Alors bien sûr, on peut critiquer certains éléments de sa politique, mais je pense qu'il y a eu chez elle un courage politique qui doit forcer l'admiration. Et je pense vraiment que c'est ce courage politique qui marque la différence entre des hommes et des femmes d'État et des politiciens ou des politiciennes. J'ai été frappé, notamment, lorsque j'ai eu l'occasion de faire quelques conférences à Munich, qui était la ville allemande en première ligne dans l'accueil des réfugiés, où à la gare de Munich arrivaient chaque jour des trains remplis de réfugiés, que les habitants de Munich se référaient à cette période comme le miracle de Munich, et qu'ils tiraient une fierté collective de l'accueil et de l'hospitalité dont ils avaient fait preuve. Et que, je pense, beaucoup d'entre eux ne soupçonnaient pas qu'ils avaient de telles ressources. Et que, quelque part, il y avait eu le sentiment de la réalisation d'un destin et d'une fierté collective. Et ce qui me frappe dans cette crise, c'est de voir combien le meilleur entraîne le meilleur et combien le pire entraîne le pire. Et les dirigeants ont une responsabilité particulière par rapport à cela, et c'est souvent des actes forts et des mots forts comme ceux de la chancelière Merkel qui peuvent entraîner le meilleur, et ce sont souvent ce qu'on qualifie de petits dérapages racistes qui vont entraîner le pire. Au large de la Méditerranée, la présence d'embarcations de migrants en provenance de Libye ne faiblit pas, bien au contraire. Presque chaque jour, des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants sont secourus par la marine italienne. Face à cette situation, l'Europe s'est prononcée en faveur de quotas d'accueil par pays européen. Mais la mesure est rejetée en France. À gauche, Manuel Valls s'y est dit opposé, tout comme Nicolas Sarkozy, à droite. Solidarité pour répartir des dizaines de milliers de migrants pour lesquels nous n'avons pas d'emploi en Europe, c'est une folie. Le plan Juncker, présenté cette semaine par la Commission européenne, veut répartir les migrants en fonction de la richesse et de la taille des pays d'accueil. Ainsi, sur 20 000 migrants demandeurs d'asile accueillis les 2 prochaines années en Europe, la répartition serait la suivante. L'Allemagne, pays le plus peuplé, accueillerait 18% des migrants, la France 14%, l'Italie 12%, l'Espagne 9%. Ce plan entend mieux répartir les migrants dans un contexte où actuellement 5 pays, la France, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Suède, accueillent à eux seuls 75% des réfugiés.
Cette mesure sera discutée par les dirigeants européens lors d'un sommet à Bruxelles en juin prochain. Ce qui est aussi marqué dans ce qu'on a appelé la crise des réfugiés, c'était la désunion totale de l'Union européenne et son incapacité à faire montre du minimum de solidarité et de coopération. Et il me restera l'image de ces tout petits politiciens comme Nicolas Sarkozy ou comme Manuel Valls qui refusaient toute forme de solidarité ou de coopération au nom de logiques d'intérêt national. Et je crois qu'il y a face à cette question de l'immigration, depuis le milieu des années 80, certainement en France, mais aussi dans d'autres pays européens, une démission totale de la classe politique, de la gauche jusqu'à la droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où c'est l'extrême droite, où c'est le Front National qui dicte l'agenda politique et médiatique sur ces questions. C'est le Front National qui pose les questions et les autres partis qui font les réponses. Et je crois qu'il faut absolument pouvoir casser cela. Et je crois que la responsabilité des politiques aujourd'hui, c'est de pouvoir à nouveau poser les questions et arrêter cette situation où c'est le Front National qui est le maître de l'agenda politique et médiatique sur ces questions. Sinon, on se trouve dans la situation actuelle, qui est une situation de démission totale de la classe politique, et où chacun, de Manuel Valls à Nicolas Sarkozy, se retrouve à courir derrière le Front National. Je suis douanier. Je suis pas un imbécile. Ah non. J'aime pas les étrangers. Je le répète, ils viennent manger le pain des Français. Parce que moi, je suis français. Et je suis fier d'être français. Mon nom à moi, je m'appelle Kulak Yarstensky, du côté de ma mère, et Piazzano Venditti, du côté d'un copain à mon père. Le sketch illustre bien à quel point l'immigration a toujours façonné la France. Et la France est un pays qui doit lui-même son nom à des immigrés, les Francs. Et pourtant, c'est aussi un pays qui a du mal à accepter dans son identité collective, dans son imaginaire collectif aussi, qui a du mal encore à imaginer et à se représenter en pays multiculturel, ce qui est pourtant la réalité de la France d'aujourd'hui. Et je crois qu'un des grands défis, c'est de pouvoir accepter le caractère structurel des migrations en France. Alors bien entendu, il y a toute une série de transformations qu'il ne faut pas nier que l'immigration a apporté à la société. L'immigration comporte aussi un certain nombre de risques et de dangers, et ça serait faire de l'angélisme que de le nier, mais on reste aujourd'hui dans une logique où l'on s'obstine à vouloir résister aux migrations, et à vouloir leur résister parfois violemment en construisant des murs ou des barrières pour définir les frontières, plutôt que d'essayer d'en tirer le maximum de bénéfices pour les migrants, pour les sociétés d'origine et pour également, bien entendu, les sociétés de destination. Et je crois au fond que les migrations, comme les défis environnementaux et le changement climatique en particulier, nous posent la même question. Et cette question, c'est la question de l'autre. En ce qui concerne le changement climatique, on sait qu'il y a une double injustice à la base du problème. Une injustice générationnelle, puisque ce sont les générations de nos petits-enfants et les suivantes qui seront les plus touchées par les impacts du changement climatique, et une injustice géographique, puisqu'on sait que ce sont les pays du Sud, c'est-à-dire situés près de l'équateur, qui seront les premiers touchés par les impacts du changement climatique, alors qu'ils ne portent qu'une responsabilité infinitésimale. Et donc, la question du changement climatique, elle nous pose la question de notre capacité à agir pour l'autre, à agir au-delà de nos frontières, que ces frontières soient générationnelles ou géographiques. Et la question des migrations, bien entendu, nous pose aussi la question de l'autre. Comment allons-nous reconnaître l'autre? Allons-nous être capables de reconnaître l'autre comme une partie de nous-mêmes, ou allons-nous continuer à le considérer comme quelqu'un de différent? Allons-nous continuer à le cantonner dans sa condition d'étranger? Et je crois vraiment que c'est là où les questions migratoires et les questions environnementales se rejoignent, c'est dans la question de l'autre, c'est finalement la question de notre capacité à faire humanité, et c'est sans doute le grand défi de notre société aujourd'hui, à l'heure de l'Anthropocène. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo.